reprends le cours de ma vie. Nous allons rendre visite à Jacques, mon oncle scientifique. Il aura beaucoup de choses à corriger en moi. Jacques est un oncle d'adoption. Il a pris le relais de mon père lorsqu'il nous a quittés. Il nous a aidés, il nous a guidés et il nous a aimés. Mon frère et moi le surnommons l'oncle, même si aucun lien familial n'existe entre lui et nous. La relation d'amitié qu'il avait avec notre père fait qu'il s'est naturellement substitué à lui lorsqu'il l'a fallu. Clara et moi nous mettons en route. Nous sortons du parking. Aux abords de la bretelle d'entrée, sur les axes prioritaires, une information sur la circulation apparaît dans nos champs de vision. Travaux sur les axes prioritaires, estimation de retard de 20 minutes. Aussi, nous prenons le risque d'utiliser les axes secondaires. Pas tellement par plaisir de changer, mais pour éviter de trop perdre de temps. Les quartiers que nous traversons sont sales et très pauvres. Ce secteur est nettement en dessous de la classe moyenne. Les quelques véhicules qui nous entourent sont presque tous abîmés, rafistolés de pièces hétéroclites. Les visages que nous croisons n'inspirent pas la douceur de vivre. Beaucoup de drogués jonchent les trottoirs. Certains se battent, d'autres sont en plein délire. D'autres encore courent on ne sait où. Ici, on ne vit pas, on se bat et on survit. Les gens font de leur mieux pour faire face à leur quotidien. Bien souvent, cela se fait au détriment des autres. Et comme je pouvais le craindre, les emmerdes commencent. Un jet-car nous double par la gauche. Il se rabat violemment sur notre trajectoire et freine. 4 furieux à son bord s'agitent et nous font signe de nous garer. 2 d'entre eux sortent les armes par le toit. Nous sommes pris pour cible. Je crie à Clara. Je les bloque. Passe sur ma gauche et trace. Je te rattrape. J'accélère vigoureusement. Je les double et les serre à droite. Clara s'exécute et me hurle. Viens avec moi, on part ensemble. Non, laisse-moi, va-t'en. Alors que le jet-car et moi-même nous immobilisons sur le côté de la route, elle finit par avancer et fuir. L'âme en peine. Tandis que l'un d'entre eux vise Clara en train de fuir, je leur fonce dedans. J'écrase celui qui s'apprêtait à tirer contre le jet-car. Je saute sur les 2 à ma droite. Le premier tient un lourd mitrailleur à plasma. Il n'a pas le temps de me mettre en joue. Je ne lui laisse aucune chance. Je frappe immédiatement et lui assène une claque magistrale. Ses épaules restent sur place tandis que brutalement sa tête se décale de 30 cm sur la gauche. Un violent craquement confirme la rupture totale de ses cervicales. Faute de s'être complètement arraché, la tête retombe en avant, vide de la moindre conscience. J'ai à peine le temps d'apercevoir ses yeux se fermer que son corps quasi décapité s'effondre sur le sol. L'horreur de la scène pétrifie ceux encore debout. Les visages se crispent, les bouches se figent. La peur se répand tandis que je prends l'ascendant. L'autre recule, pas assez pour éviter mon pied qu'il prend en plein visage. Son corps inconscient part en roulé-boulé jusqu'au mur derrière lui. Le conducteur qui n'a pas quitté son poste n'insiste pas. Il a tout vu et craint d'être le prochain. Il démarre en trombe. Me voici seul avec mes agresseurs à mes pieds. Je n'ai plus qu'à partir sans traîner. Direction chez Jacques. Je rattrape Clara au plus vite. Nous soufflons un peu. À l'approche de notre destination, nous convenons de ne pas parler de ce qui vient de se passer. Inquiéter Jacques ne servirait à rien. Nous garons enfin les speedsters dans la cour intérieure du bâtiment décrépit et frappons à la lourde porte blindée. Jacques ne tarde pas à nous ouvrir, un large sourire aux lèvres. « Nathan, Clara, rentrez !» Jacques Eastland est sans doute la personne en qui j'ai le plus confiance. À la mort de notre père, il nous a pris sous son aile, mon frère Gabriel et moi. Il nous a transmis son goût pour les sciences, ainsi que certains repères moraux, que je ne respecte pas toujours. Jacques a longtemps travaillé dans un laboratoire d'État spécialisé dans la réduction des nuisances sonores. Ses travaux particulièrement pertinents font, aujourd'hui encore, référence dans le domaine. Publié dans les plus grandes revues scientifiques, ses recherches lui ont apporté gloire et honneur. Que je sache, sa brillante carrière s'est interrompue lorsqu'il a appris que le gouvernement utilisait les résultats de ses travaux pour fabriquer des armes basées sur la maîtrise des ondes sonores. Écœuré, il a démissionné et a disparu dans la nature. Converti au bouddhisme, il vit aujourd'hui dans la clandestinité pour assurer sa sécurité. Car malgré son âge et la canne sur laquelle il doit désormais s'appuyer pour se déplacer, l'oncle n'a rien abdiqué de ses convictions.
il continue de mener les recherches qui lui tiennent à cœur, alternant travaux personnels et commandes pour des particuliers. Son repère secret se trouve dans le quartier de Tuori, au milieu des installations industrielles désaffectées, où il a aménagé un ancien entrepôt. Là, il s'adonne parfois à cet étrange instrument, la harpe. Puis, il nous amène dans le salon. Des bâtons dansants embaument la pièce. La décoration n'a pas changé depuis ma dernière visite. Elle évoque toujours l'ancienne Asie. Nous prenons place sur des futons, sous le regard bienveillant d'un Bouddha doré, posé sur la large table basse. Ce genre de représentation est désormais sévèrement réprimé, à Hypoxia où le mysticisme, et plus généralement tout signe ostentatoire lié à une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, est assimilé à un comportement dangereux pour la communauté. Un délit de croyance antisociale, et même des cerveaux malades de nos dirigeants, qui se sont acharnés pendant des années à éradiquer les religions. Le bouddhisme n'a pas échappé à la règle. Les lieux de culte ont été méthodiquement rasés, et les adeptes et autres sympathisants emprisonnés ou contraints de suivre les programmes de réadaptation psychologique et socio-comportementale. Derrière ce terme pseudo-médical se cache une véritable opération de décervelage orchestrée par la division militaire d'Hypoxia. L'armée est en effet passée maîtresse en matière de rééducation sociale. Les programmes dont la devise est « La force prime sur l'esprit » se déroulent sur plusieurs mois dans des hôpitaux militaires. On y matraque que seul le gain immédiat, l'individualisme et le matérialisme méritent d'être vénérés. Pour accompagner ce conditionnement mental, il n'est pas rare que diverses drogues soient administrées aux participants. À force d'ingurgiter de puissants psychotropes, les plus récalcitrants deviennent des junkies malgré eux. À la sortie, rongés par le manque, ils s'injectent dans les veines le premier produit venu et meurent d'overdose. Autant de gêneurs dont le gouvernement se débarrasse sans se salir les mains. Mais le plus important aujourd'hui est de me rendre mon indépendance de corps et d'esprit face au système. Il faut que Jacques exprime sa magie technologique. Il attrape un coffret, à côté de son futon et l'ouvre. Il renferme un petit boîtier muni d'un bouton. Il appuie dessus, une lueur confirme la mise en fonction. Il dit « Voilà, le brouilleur est enclenché, nous pouvons parler tranquillement. Je voulais surtout te voir à propos de ton pisteur. Je dois te scanner avant de te le retirer. » Pourquoi as-tu besoin de me scanner ? Parce qu'il est impossible de t'opérer sans que ton pisteur n'émette un signal de détresse. Tu es l'un des premiers à bénéficier de leur nouvelle génération d'appareillages espions. Ils sont plus puissants et plus efficaces que les précédents. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Je ne vois qu'une solution. Trouver la fréquence qu'ils utilisent et la reproduire à l'identique. Puis je mettrai la copie en marche et je vous placerai toi et ton pisteur sous un dôme anti-fréquence. À ce moment-là, je pourrai t'opérer sans crainte. Même si ton pisteur émet, personne ne l'entendra et son double sera là pour nous couvrir. Tu saisis ? Oui, mais quand comptes-tu faire ça ? Maintenant, si tu veux, tout est prêt. J'interroge Clara du regard et recueille son approbation. Ok, allons-y. L'opération va pouvoir démarrer très vite. Aucune douleur, aucune peur. Jacques m'a placé dans les conditions idéales. Seulement dans ma tête la satisfaction de retrouver ma liberté d'agir et de penser à ma guise. Grâce à mon oncle, je ne suis plus soumis à aucun contrôle. Les instances dirigeantes n'auront plus désormais accès qu'à mon double artificiel, dénué de toute pensée susceptible de me compromettre. En fait, il vient de m'intégrer le bracelet d'indépendance que j'avais déjà utilisé à la clinique. Il s'emploie à corrompre la matière. Certaines pièces disparaissent à la faveur d'autres plus performantes. Il réajuste divers réglages. Il paramètre plusieurs systèmes. Me voici à nouveau surclassé dans ma condition d'homme amélioré. Jacques me précise. Tu es corrigé. Tu as même droit à un upgrade de puissance. C'est un turbo boost. Au moment que tu choisiras, tu auras droit à une énergie décuplée. Parfait, ça me servira. Nous devisons encore chaleureusement de choses et d'autres, puis laissons mon oncle à ses activités techniques. Une dernière embrassade et nous reprenons la route afin de rejoindre Gabi, mon frère. Direction l'arène principale. Je ne veux pas manquer le combat de Caleb. J'espère que ce soir, il va enfin perdre.